Bonjour et bienvenue sur Tube Studio, c'est Vincent, avec déjà une nouvelle tête. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais instaurer un peu de poésie et de sagesse dans vos vies, avec une citation de l'homme dont on va parler aujourd'hui, Jamie Hewlett. Avoir une petite bite, ça rend plus intelligent, rapide. Bienvenue dans ce premier numéro d'Inspigraphie. Bon, on va commencer par le début avec la fiche Wikipédia. Jamie Christopher Hewlett, de son nom complet, est né à Horsham, au Royaume-Uni, le 3 avril 1968. Il grandit dans une famille d'artistes et c'est grâce à cet environnement qu'il se mit au dessin très jeune. Il fera ses études à l'université de Northbrook, dans laquelle il rencontrera deux potes qui auront un rôle déterminant dans sa première création importante. J'ai nommé... Ces deux comparses n'étaient autres que Alan Martin et Philip Bond, deux messieurs qui se connaissaient bien avant leur rencontre avec Jamie. Et eux trois, ils vont créer Atom Tan. Le bronzage atomique, ouais, mais surtout une référence à un morceau des Clash. Alan Martin se chargerait du scénario et Philip Bond et Jamie Hewlett de la partie dessin. Et ils étaient encore à l'université à l'époque où ils ont fait ça. Donc c'est grâce à des clés empruntées pour le local à photocopieuse qu'ils imprimeront leur première cinquantaine de fanzines. Alan Martin dira dans la préface de l'anthologie de Tank Girl que le magazine était rempli de BD, de poèmes et de références aux Smiths. Les 50 premiers numéros furent d'ailleurs très vite écoulés et ils ont dû en réimprimer assez vite. Alan Martin toujours dira que leurs amis et leurs proches ont vraiment très bien accueilli les fanzines, mais personne n'avait vraiment fait attention au poster géant page 21 qui présentait une punkette avec des gros flingues, des gros seins et une accroche qui disait « Tank Girl, elle vous cassera les pieds et les couilles aussi ». Je l'aime déjà. Ce personnage de Tank Girl était vraiment la création importante du magazine au final. Et pour résumer, pour ceux qui la connaissent pas, Tank Girl c'est plus ou moins une chieuse qui vit sa vie dans le désert australien, clairement inspiré de Mad Max, avec son tank, ses bières, ses flingues, et son copain Booga. Voilà, Booga c'est pas une version low cost de Booba, c'est un kangourou humanoïde qu'elle a surpris un jour en train d'essayer de voler une de ses culottes et c'est devenu son mec. Une belle histoire d'amour en perspective donc, comme vous l'aurez compris. Jamie Hewlett, l'homme du jour donc, dira qu'il l'avait créé Tank Girl en s'inspirant d'une amie à lui avec qui il avait partagé un appartement, et en réponse aux héroïnes de DC et Marvel qui d'après lui à l'époque n'avaient pas grand chose d'intéressant à offrir. Tank Girl est badass, indépendante, alcoolique, vulgaire, libre sexuellement, bref, c'est une punk. Pour rappel, on est dans les années 80, ce genre de personnage couillu, badass et indépendant pour une femme, ça court pas les rues, et malheureusement encore aujourd'hui dans les BD c'est pas quelque chose de très visible. Donc c'est encore considéré aujourd'hui comme un exemple de femme forte et badass. D'ailleurs Jamie Hewlett dira lui-même « Il n'est pas surprenant que des musiciennes telles que Björk et Courtney Love se soient déclarées fans, que des magazines de mode tels que Vogue et Elle s'inspirent de son style, et des t-shirts Tank Girl furent même utilisés pour célébrer la lesbian et gay pride de 90. » Ce personnage aux antipodes des canons de l'époque a permis à l'équipe d'Atom Tan de se faire remarquer, à peu près un an et demi plus tard. Quand je dis remarqué, c'est bien remarqué. Ils ont eu l'honneur de faire partie du premier numéro de Deadline Magazine, un temple de la BD, de la musique et de l'étrange. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, puisque moi je l'ai pas lu. Tank Girl deviendra rapidement la vedette de Deadline Magazine, et permettra à Jamie Hewlett de se faire une bonne place dans le monde de la BD. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Tank Girl finira par décliner un peu en popularité, et ça causera la fin de Deadline Magazine. Mais Jamie Hewlett, il veut pas s'arrêter là, donc il contacte Richard Benson en 95. Qui était le rédacteur en chef de The Face, le nec plus ultra des magazines culturels. Toujours pas lu. Et il va le voir avec en tête un pitch bien Hewlettien. Je suis toujours pas si sûr que je prononce bien ce nom. Le pitch était « Et si on faisait une bande dessinée qui s'inspire de la culture contemporaine londonienne dans un style irrévérencieux et absurde ?» Dit comme ça veut pas dire grand chose. Quelqu'un fut assez fou pour dire oui, ça donna Get the Freebies, une bande dessinée en 12 épisodes qui s'est étalée de 96 à 97, avec un pitch... On suit les exploits dans la lutte contre le crime de Terry Fu, un policier gay pratiquant des arts martiaux bouddhistes revenu de sa quête d'illumination spirituelle, promis j'ai rien inventé, et sa partenaire Witty Action, une anarchiste laconique, énigmatique, droguée et alcoolique qui est également une pin-up dans Smash Hits. Avec tout ça, le style underground de Jamie Hewlett se fait remarquer, et il est très apprécié. Ça l'amènera à collaborer notamment avec Cud ou Senseless Things, dont il réalisera les pochettes des albums, et ça donne un résultat bien coolos. En parallèle de tout ça, il fait la rencontre d'un certain Damon Albarn. Alors, pour certains, c'est un nom qui veut dire beaucoup de choses, pour d'autres, vous verrez qu'en fait, vous le connaissez bien et ce depuis des années.
Jimmy Hewlett et Damon Albarn ils se rencontrent donc en 90 grâce à Graham Coxon. Graham Coxon c'était un mec qui était très fan du taf de Jimmy Hewlett dans Deadline. Du coup à l'époque où le magazine était encore en vie, il a demandé à Jimmy de venir l'interviewer avec Damon parce qu'il venait de former un groupe il y a à peu près 2 ans qui s'appelait Blur. Pour les deux du fond qui suivent pas encore, Blur c'est ça. Mais autant dire qu'entre Damon Albarn et Jimmy Hewlett, le courant il va pas passer tout de suite. Jimmy il va décrire Damon comme étant un trou du cul et un branleur. Bon. En plus, au fil des années, il y a des histoires de filles qui vont se mêler à tout ça, donc leur relation va faire que se dégrader. Malgré tout, parce que la vie est apparemment pleine de bizarreries, en 97, un an après le déclin de Deadline Magazine donc, les deux hommes vont s'installer ensemble dans un appartement à Londres. Les deux venaient de quitter leur copine, et ils sentaient qu'ils avaient besoin de quelque chose de nouveau dans leur vie. Et ce quelque chose de nouveau, vous le connaissez très bien. L'idée de former Gorillaz est arrivée alors que les deux hommes étaient dans leur canapé en train de regarder MTV. Jimmy Hewlett raconte à ce sujet que « Si on regarde MTV trop longtemps, ça devient l'enfer. Y a rien d'intéressant, aucune substance. Du coup, on a décidé de créer un groupe qui serait un commentaire de tout ça. » C'était donc décidé, Damon serait le musicien attitré du groupe, et Jamie les dessinerait, les membres fictifs de ce groupe. Les membres qui seraient donc 2D ou 2D si vous voulez faire l'américain, un personnage timide inspiré d'un de leurs amis communs de longue date, qui au fil du temps deviendra un personnage plus confiant, voire égocentrique dans les derniers albums. Murdoch, qui est basé sur Keith Richards, un personnage un peu satanique sur les bords, on va pas se mentir. Noodle, qui a été pensée à la base comme une caucasienne de 20 ans mais qui deviendra bien plus jeune et bien plus japonaise. Elle grandira au fil des albums et deviendra une femme forte, comme ses aînés parmi les créations de Hewlett. Et enfin Russell, l'incarnation un peu cliché du mec venant du monde du hip-hop avec un passé et une vie difficile. Ces 4 personnages ont chacun leur propre histoire, leur caractère, qui évoluera au fil du temps. Hewlett dira qu'ils sont 4 parce que 3 c'est pas assez et 5 c'est trop. Et que de toute façon, tous les meilleurs groupes ont 4 membres. Et il a raison. Regardez les Last Ketchup. 4 membres fictifs donc, qui sont une bonne manière pour Jimmy Hewlett et Damon Albarn de s'exprimer sans détour et qui sont maintenant surtout indissociables de l'image de Gorillaz. Parce que ouais, s'exprimer sans détour c'est important pour Jimmy Hewlett et Damon Albarn, qui on le rappelle, sont pas des mecs avec un caractère très calme. Ils sont assez revendicateurs et engagés politiquement. Pour ce qui est de la musique, Gorillaz c'est une collaboration constante avec plein d'artistes. Damon Albarn est toujours là, Jimmy Hewlett aussi d'ailleurs, pour dessiner les personnages et les clips, mais il y a très souvent, pour pas dire à chaque fois, des featuring dans tous les morceaux. Leur musique est classée dans la catégorie de rock alternatif, mais c'est plus compliqué que ça, parce que leur musique brasse comme influence de la Britpop, le dub, la pop, le rock, le hip-hop ou encore l'électro. Bref. Et avec ce groupe, les deux hommes vont connaître un succès phénoménal. Je veux dire, pas grand monde ne connaît pas Gorillaz aujourd'hui. En 2001, leur premier album éponyme, Gorillaz donc, se vend à plus de 7 millions d'exemplaires, ce qui en fait un énorme succès mondial, notamment grâce au succès de Clint Eastwood et 19-2000. Ouais, 19-2000, ouais. Ouais, je prononce les chiffres en français parce que mon cerveau refuse de les prononcer en anglais. Gorillaz rentrera même dans le Guinness Book des World Records en tant que groupe virtuel le plus connu. Et il sera nommé en 2001 au Mercury Prize, mais la nomination sera annulée parce que le groupe n'en voulait pas. Et les albums suivants seront des succès énormes aussi. Le deuxième album sera lui certifié quintuple disque de platine en Angleterre, double disque de platine aux États-Unis, et ayant gagné 5 nominations au Grammy Award de 2006 et même un prix à cette même cérémonie, celui de la meilleure collaboration pop avec chanteur. L'inarrêtable machine Gorillaz était lancée, et malgré les tensions entre les deux membres fondateurs, il y a quelques années provoquant une absence du groupe sur le devant de la scène pendant quelques temps, ils sont revenus en avril 2017 avec leur 5e album, Humans, suivi un peu plus d'1 an plus tard de The Now Now, ensuite The Song Machine saison 1, Cracker Island, bref. Parce que le mec sait s'occuper, il a fait énormément de choses pendant qu'il trafiquait des trucs avec Damon Albarn. Donc pour finir la vidéo, on va un peu survoler tout ça. Tout d'abord, on peut parler de son voyage au Bangladesh, qui a été réalisé dans le cadre d'un projet de lutte contre le réchauffement climatique, en 2008. Et on peut voir que ça l'a énormément touché. Il allait dans un village qui avait été dévasté par les moussons. On peut voir dans ces illustrations que on n'est pas sur la même ambiance que d'habitude. Lui qui décrit toujours son travail comme étant quelque chose de très simiesque, là on est sur quelque chose de beaucoup plus humain. Ils seront exposés à l'Old Truman Brewery de Londres, sous le nom des Underwater Colors, et tous les bénéfices seront reversés pour la reconstruction de ce village. Punk, mais humain avant tout, le Jamie. Dans un tout autre ton, on peut citer son adaptation en opéra, de la pérégrination vers l'ouest. Ouais, celui qui inspirera Dragon Ball et plein d'autres histoires incroyables. Et ça avait l'air trop cool, je regrette de pas avoir vu ça. Il développera ce projet avec Damon Albarn, son compère de Gorillaz donc,
Et lui qui adore dessiner des singes, là il a dû se donner mon salaud. Les premières auront lieu lors du concert d'inauguration du Manchester International Festival au Palace Theatre le 28 juin 2007. Et ça a été un franc succès. L'opéra sera qualifié de fête pour tous les sens, un mélange exaltant de musique, d'arts martiaux, d'acrobatie et d'animation. Tout un programme. On peut aussi citer en vrac ses projets inspirés par sa femme Emma, notamment avec ses cartes de tarot. Ouais, sa femme lui tire souvent les cartes apparemment. Et personnellement, je pense que c'est un de mes tafs préférés du gars. J'adore le résultat. On peut aussi citer le projet Oni, qui cette fois est un projet photo, inspiré du cinéma érotique et des séries B des années 60-70. Bon là c'est plus trop YouTube friendly, mais c'est sympa. D'ailleurs, pour revenir dans les bonnes grâces du robot YouTube, on peut parler de sa tentative de livre pour enfants. Ouais, c'était une tentative ces livres pour enfants, ça a jamais abouti. Parce que malheureusement, quand t'as le style de dessin de Jamie Hewlett, les éditeurs ils te regardent droit dans les yeux et ils te font « Tu as traumatisé mon gosse frère ?» Donc non. Et pour finir, sa série Pine Trees, inspirée de ses voyages dans le sud de la France. Qui n'a d'après lui aucun message à faire passer. C'est vraiment juste pour être joli sur un mur. Eh bah c'est effectivement joli. Bien joué Jamie. Bref, Jamie Hewlett c'est tout ça. Un artiste résolument punk, plus influencé par la culture ciné et musicale que par la BD au fond. Un artiste qui a su créer des personnages iconiques qui moi m'ont marqué. Bref, j'espère que ce premier numéro d'Inspigraphie vous aura plu. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. J'espère que vous avez pu découvrir des choses intéressantes sur Jamie Hewlett pour ceux qui connaissaient que son travail et connaissaient pas le type. Ou ceux qui ne connaissaient ni le travail ni le type d'ailleurs. J'espère que ça vous aura donné envie de laisser un petit pouce bleu ou de vous abonner, voire les deux. Inspigraphie, ça sera sûrement, je pense, un des formats les plus récurrents sur la chaîne. Comme je disais, je veux pas m'enforcer d'être dans une émission. Mais celle-là, en fait, ça me donne une bonne excuse pour me renseigner sur des artistes que j'aime mais dont je connais pas assez le travail ou la vie. Donc, ça reviendra, c'est sûr. D'ailleurs, je sais déjà de qui parlera le deuxième épisode. Et pour faire un petit peu de teasing, on va dire que c'est un artiste qui, en une seule œuvre, a réussi à marquer toute la pop culture et a un peu la changer. Ah oui, au fait, sa femme, Emma, je l'ai pas précisé, mais c'est Emma de Cône. Ouais, je savais pas où le placer dans la vidéo, donc je le dis là. Ce qui sous-entend que son beau-père, c'est lui. C'est Léra. Oh, je voudrais qu'on voit la gueule de votre poussin. Oui, on va la voir. Je veux compter là-dessus. Père, voici ton fils. Fils, voici ton père. Papa. Oui, mesdames et messieurs, ce monstre m'a séduite, puis abandonnée. Il me promet la vie de château, les trajets en Rolls. Bref, il m'opère les